Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est organisé en partenariat donc avec le pôle de compétitivité d'Herbie, l'UIMM Occitanie, la CCI Occitanie et la Cleantech Valley. Donc, comme je vous le disais au début, on va vous demander de bien couper vos micros et caméras pour les personnes qui n'interviennent pas. Voilà, pour le respect de nos intervenants. Le webinaire est enregistré, donc le replay sera bien diffusé et disponible en ligne sur nos réseaux sociaux à tous et nos sites web et vous sera envoyé. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en live, soit dans le fil de conversation. On pourra y répondre par écrit ou en live, donc n'hésitez pas à être actif sur ce webinaire. Alors, ce webinaire, il est dédié aux solutions d'optimisation et de réduction de sa consommation énergétique en entreprise. On a voulu vous proposer des solutions concrètes. Donc, on aura un certain nombre de témoignages d'entreprises et d'industriels parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui très marqué par la crise. C'est une préoccupation de tous. On témoigne aujourd'hui, je crois qu'on avait plus d'une 130 inscrits à ce webinaire. Donc, je pense que les personnes vont se connecter au fur et à mesure. Donc, on sait que c'est un sujet assez prédominant en ce moment. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire en présence de plusieurs de nos speakers. Je vais citer Vincent Renoir, chargé de mission EDF Occitanie et vice-présidente du pôle de compétitivité d'Herbie. François Camerlin, qui est directeur des affaires publiques pour RTE Occitanie. Aurélie Picard, qui est déléguée générale Nouveau Système énergétique et comité stratégique de filière. Madeleine Crass, responsable régionale d'activité développement durable et RSE à la CCI Occitanie. Et en présence de Virginie Monnier-Mangue, déléguée territoriale d'EDF Occitanie et présidente de la Cleantech Valley. Et nous aurons donc les témoignages d'entreprises, donc de Liber Aérospace Toulouse avec Daniel Boyer, de Sanofi, donc le site industriel de Haramont avec François Cisterne, et de Cirea avec Bruno Bouteille. Donc voilà, tout le monde est présent ce matin et interviendront au fur et à mesure dans ce webinaire. Je vous propose de commencer tout de suite et de rentrer dans le vif du sujet avec peut-être un petit propos préliminaire. Vincent, pour nous dresser un contexte, un petit point de contexte et d'actualité sur la situation qui nous amène aujourd'hui à nous réunir autour de ce webinaire. Je te laisse la parole. Oui, merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Mon propos sera assez court. C'est une petite introduction effectivement sur le contexte. La priorité étant de parler des leviers d'action par la suite. Juste un commentaire sur la crise actuelle que nous traversons, qui résulte d'une conjonction d'événements à la fois structurels et conjoncturels qui fragilisent l'équilibre offre-demande sur le marché de l'électricité et donc qui conduit et entraîne à une hausse forte des prix. Je ne sais pas si vous avez regardé le cours du marché de l'électricité entre hier et aujourd'hui, on oscille entre 500 et 700 euros le mégawattheure. Donc bon, par rapport à 50 euros il y a quelques années, on est quand même dans des niveaux de tarifs assez étonnants. Plusieurs raisons expliquent cette crise. La première, c'est d'abord une crise sur le marché du gaz, très clairement, mondial, qui résulte d'abord d'un sous-investissement un peu dans l'exploitation des matières premières pendant la période liée au Covid planétaire, et ensuite ce qu'on appelle la reprise d'activité post-Covid, qui a entraîné une hausse de consommation de la demande d'électricité mondiale de 6% à peu près. Ça fait 1500 mégawatts appelés, ce qui est assez important, et ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc ça, on est en train de le payer, cette tension sur le marché des matières premières, et notamment sur le gaz, avec des effets géopolitiques entre la Chine et l'Australie. La Chine qui a cessé d'importer du Japon en Australie, qui a donc importé du gaz des États-Unis. Donc tout ça conduit à ce mix entre géopolitique et tension sur le marché des matières premières et reprise post-Covid, à une forte tension sur les ressources gaz. Pardon. La deuxième raison liée au marché du gaz, c'est le conflit ukrainien, bien entendu, qu'on suit tous aux informations, donc, et l'arrêt de Nord Stream 1, qui conduit aussi à ajouter à la tension sur le marché du gaz. Vous savez que la constitution de la structuration du prix de l'électricité dépend d'un modèle qu'on appelle du merit order. Donc, on fait appel, le prix de l'électricité est indexé sur le dernier moyen appelé pour produire l'électricité. Généralement, le dernier moyen appelé, le moyen le plus coûteux, et là, en l'occurrence, les moyens thermiques et notamment le gaz. Donc, le prix de l'électricité est lié au prix du gaz. Deuxième raison de la
plus conjoncturelle, celle-là sur la tension sur le prix de l'électricité, c'est la baisse de la disponibilité du parc nucléaire en 2022, qui est liée à deux aspects, deux raisons principales. L'impact d'abord de la crise du Covid, qui a décidément laissé des traces, qui a généré chez l'exploitant EDF des décalages d'activités de maintenance, puisque les activités de maintenance, alors il y a plusieurs types d'arrêts de tranche pour arrêter la production et la reprendre qui existent sur un parc nucléaire. Il y a des arrêts courts, des arrêts moyens, des arrêts longs, et il se trouve que sur notre parc nucléaire, on arrivait à un calendrier qui prévoyait des visites, notamment décennales. Jusqu'à présent. Voilà, donc décalage de l'activité de maintenance. Seconde, hein. Ah, j'entends une voix là, je ne sais pas si... Oui, c'est terminé, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas. Oui, oui, on va couper les micros. On va couper les micros des gens qui voilà. Donc, première raison, la baisse des disponibilités du parc nucléaire, donc l'impact crise Covid et le décalage des activités de maintenance. La deuxième que tout le monde a pu suivre dans les médias, c'est la découverte de corrosion sous contrainte, enfin, en gros de corrosion sur les systèmes de tuyauterie de refroidissement des centrales nucléaires que nous avons découvert sur un certain nombre de réacteurs. Alors, ce sont des réacteurs les plus récents en fait du parc, ce ne sont pas sur les centrales les plus anciennes. Je crois qu'on a commencé à le découvrir à Civaux, qui fait 1450 MW. Donc là, découverte de corrosion sous contrainte que nous sommes en train de traiter sur 16 réacteurs, dont 10 réacteurs sont quasiment sortis d'affaires, j'allais dire, pour aller un peu vite, et 6 continueront à être contrôlés durant l'année 2023. Actuellement, 40 réacteurs, vous avez vu ça peut-être dans la presse ces 2 derniers jours, sont reconnectés sur le réseau. Donc, on arrive à remettre des réacteurs en production sur le réseau, et entre 3 et 5 sont en attente dans les prochaines semaines. Hein. Voilà. Donc, néanmoins, cette découverte de corrosion sous contrainte, une tuyauterie, a effectivement perturbé notre activité et nous a obligés à mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs. Et donc, ça a aussi une incidence sur notre consommation, la structure de notre consommation. On doit faire appel aussi au marché du gaz, voilà, pour compenser. Troisième raison de la baisse de disponibilité de production, hein, donc il y a l'effet nucléaire, mais il y a aussi l'effet canicule lié à l'hydraulique notamment. Cette canicule a eu un impact négatif sur nos stocks d'eau dans nos ouvrages hydroélectriques, quand même assez sévèrement touchés, puisqu'on était même encore aujourd'hui un taux de remplissage qui est 10 à 15% inférieur à la moyenne habituelle des stocks dans les barrages, même si on fait le nécessaire pour les conserver le plus longtemps possible. Donc là aussi, il y a une tension sur les stocks d'eau et donc les stocks d'électricité, puisque s'il y a bien une énergie qui est stockable, c'est celle liée à l'eau. Donc voilà, très, très vite dit sur les raisons un peu globalement de la crise. Et pour aller vite et tenir mon timing, je ne vais pas parler des mesures qui sont prévues par l'État. Je crois que c'est plus ou moins prévu là, dans les échanges qu'on a. Je vais juste rappeler que le guide des aides aux entreprises est en ligne sur le site de la CCI régionale Occitanie, ça a été annoncé récemment par le préfet de région, donc vous pouvez le trouver sur le site internet de la CCI. Et je conclurai mon propos pour un peu lancer par la suite les exemples qui seront abordés sur les leviers d'action. Globalement, il y a 3 termes clés sur ces leviers d'action, me semble-t-il. Le premier, c'est la sobriété. Le second, c'est l'efficacité. Et le troisième, c'est l'optimisation. 3 termes différents pour 3 approches différentes. La sobriété, c'est diminuer sa consommation en modifiant ses comportements. Peut-être qu'il en sera question tout au long des interventions. L'efficacité, c'est diminuer sa consommation à usage équivalent, mais en faisant appel à des moyens de production moins énergivores. Et la troisième façon, c'est l'optimisation énergétique. Ça sera abordé tout à l'heure en déplaçant sa consommation à des moments plus intéressants ou en effaçant sa propre consommation ponctuellement. Voilà, donc je terminerai simplement là-dessus en espérant d'avoir été pas trop long. Delphine. Merci Vincent. Non, c'était assez clair et je pense que ton propos de fin fait la parfaite liaison avec François Camerlin, qui est donc son intervention pour RTE. Monsieur Camerlin, je vous propose d'enchaîner sur un point d'actualité, donc un point de situation sur le passage de l'hiver. Aujourd'hui, les perspectives donc pour cet hiver et vous avez voilà, une bonne pratique à nous partager avec EcoWatt. Donc, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Dans le temps imparti, bien sûr, merci à M. Renoir qui nous a éclairé sur le contexte général. Alors, RTE, un de nos métiers, au-delà d'entretenir des lignes que vous voyez dans les paysages, la très haute tension et de transporter l'électricité, nous avons la responsabilité de l'équilibre à chaque seconde de l'offre et de la demande d'électricité qui, effectivement, ne se stocke pas. Et c'est dans cette analyse proactive des mois à venir que dès l'été, finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir un automne un peu compliqué et un hiver potentiellement aussi un peu compliqué en raison de ce qui a été évoqué par M. Renoir. Je n'y reviens pas. Vous pouvez passer à la slide suivante. Oui, je ne vais pas refaire parce qu'on n'a pas le temps, mais ça, c'est le schéma un peu du système électrique que vous avez là. RTE transporte l'électricité, la livre en gros, enfin, à Enedis sur 95% du territoire français métropolitain, le reste étant des entreprises locales de distribution, ce qu'on appelle des régies qui sont restées après-guerre, c'était possible. Et à gauche, vous voyez la production. Donc, nous transportons, quel que soit le producteur, l'électricité. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. Juste vous dire que voilà, dans cette approche et dans les analyses que nous avons faites depuis l'été et sur lesquelles nous avons communiqué par prudence dès septembre, c'est que les scénarios les plus délicats, les plus compliqués ne sont pas les plus probables. Ça veut dire qu'il est vraisemblable que si nous manquons à un moment d'électricité pour équilibrer l'offre et la demande, ce serait de l'ordre de 1 à 5%, 15% dans le pire des cas, mais ça veut dire des températures très à la baisse ou effectivement une défaillance sur un outil de production inattendu ou plusieurs. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, l'hiver est sous vigilance particulière. Depuis mi-septembre, nous faisons un point tous les mois sur ce que nous voyons. Nous avons des prévisions météo fiables à 15 jours, encore assez fiables jusqu'à un mois, mais effectivement, on ne peut pas parler à aujourd'hui pour tout l'hiver. La dernière actualisation disait que les moments potentiellement compliqués à voir seraient vers fin janvier, début février. Mais la prochaine actualisation nous en dira plus. Donc, quand nous avons une difficulté, vous pouvez avancer jusqu'à la slide 6. Je ne vais pas repasser sur le contexte, excusez-moi. Allez-y. Là, c'était pour évoquer ce qui vient d'être évoqué, le nucléaire, l'hydraulique et la baisse de consommation. Ah oui, je dis 6 et là, je vois que c'est noté 11. Ah oui, ok. Vous pouvez aller jusqu'à la slide 11, excusez-moi. Alors, donc, quand nous voyons un déséquilibre à venir sur le réseau, nous avons mis en place, pour passer cet hiver et sans doute les suivants, c'est un outil utile. Nous avons développé EcoWatt, qui est une application et un site internet aussi, sur lequel on invite chacun à s'inscrire pour avoir les alertes, notamment rouges. Si vous pouvez remonter d'une slide, puisque EcoWatt fonctionne comme les feux de signalisation. Si c'est vert, la consommation est raisonnable, le système reste à l'équilibre. Si c'est orange, ça commence à se tendre et les éco-gestes sont les bienvenus pour soulager un peu le système. Et si c'est rouge, il faut absolument faire des économies d'énergie. Sinon, des délestages, mot que maintenant vous avez entendu, des délestages organisés, programmés, limités, seraient inévitables. Et donc, en déployant EcoWatt, nous espérons effectivement une mobilisation citoyenne, alors des entreprises et des Françaises et des Français, dire que il y a
deux choses sur lesquelles nous communiquons et sur lesquelles nous insistons. C'est effectivement la sobriété, mais la sobriété tout au long de l'année, on va dire, finalement, puisque beaucoup d'industriels, bien sûr, ont engagé, ce que certains vont encore accélérer vu les prix de l'électricité et de l'énergie en général. Mais donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, prévoir, anticiper un éco-watt rouge et de se poser la question en cas d'éco-watt rouge, pour nous aider à préserver le système électrique, pour éviter les délestages, donc anticiper plutôt que subir. Qu'est-ce que je fais un jour éco-watt rouge? Et donc, ça peut vouloir dire ce jour-là, je décale mon process de production si je peux, on chauffe un peu moins les bureaux. Dans la baisse de la consommation qu'on a constatée ces dernières semaines en France, l'industrie y est pour beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie, puisqu'on sait que c'est dû en partie au prix de l'électricité et donc à la volonté de mieux maîtriser les coûts de production. Toujours est-il que dans l'équilibre du système, bah oui, à ce stade, c'est vrai, ça nous va bien. Mais donc, effectivement, le jour où il y a un éco-watt rouge, voilà, de se poser la question de ce qu'on peut ne pas faire, ne pas démarrer, limiter la chauffe. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui en France, le tertiaire, par exemple, donc les bureaux, ne contribuent pas beaucoup à la baisse. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le management du chauffage électrique ou de la climatisation, enfin en tout cas du chauffage pulsé comme on l'a dans pas mal de locaux plutôt récents, enfin qui ont 10-15 ans. Voilà, donc il y a encore beaucoup de pistes à travailler et la demande c'est celle-là, c'est d'avoir un dispositif particulier qui, en plus, quand une entreprise s'engage dans la charte EcoWatt, elle existe, on peut vous la faire passer. Il y a derrière ça quelques outils de communication, parce que je pense qu'au sein de l'entreprise, ça peut aussi être une manière de communiquer. Alors, pour ne pas faire beaucoup plus long, mais donc, si nous voyons un déséquilibre sur le réseau, d'abord, nous allons faire cet appel aux éco-gestes. On va en parler après, ce sera 3 jours à l'avance. Ensuite, nous allons avoir recours à l'interruptibilité, donc des contrats que nous avons signés avec certains industriels plutôt gros consommateurs et qui nous autorisent à les couper pour soulager la demande. Ensuite, nous baisserons la tension sur le réseau de distribution, qui devrait être à peu près indolore, inodore pour tout le monde. Et ensuite seulement, en dernier recours seulement, nous demandons à Enedis de faire du délestage, c'est-à-dire des coupures tournantes de 2 heures sur le territoire national. Tout le monde est censé contribuer. Il est très important de ne pas utiliser le terme de blackout, puisque un blackout, c'est un effondrement du système et tout ça est fait pour que le système ne s'effondre pas. Voilà, s'il s'effondrait, on mettrait, je sais pas, au moins 4 jours à tout remonter. Voilà. Et donc, l'impact serait très, très fort. Et donc, l'idée principale, c'est de dire aujourd'hui, on doit pouvoir éviter les coupures. On a vu les efforts d'EDF à nous rendre de la production nucléaire dont on a grand besoin. Si tout ça se passe comme prévu, voilà, il y a des petits risques d'alerte rouge de 0 à 6 à l'heure actuelle, jusqu'à la fin de l'hiver. Et une alerte rouge, ce n'est jamais que l'appel à faire réellement des économies et qui peut nous permettre de passer un pic, puisque un pic de consommation, des fois, c'est très court, mais c'est insurmontable autrement que par l'équilibrage offre-demande. Slide suivante pour terminer. S'il devait y avoir ce déséquilibre, à J-3, nous émettons le signal EcoWatt rouge. Alors, les médias vont en parler, mais vous l'aurez aussi sur l'application si vous l'avez téléchargé, et je ne peux que vous inciter à la télécharger. À J-1, à 15 heures, nous confirmons les coupures probables et les départements concernés. C'est-à-dire que sur l'application EcoWatt, vous avez la carte de France avec les départements concernés. À J-1, vers 17 heures, en saisissant votre adresse postale, vous savez si vous êtes concerné par le délestage du lendemain et sur quelle plage horaire, en sachant que ces plages horaires, globalement, c'est 2 heures, mais entre 8 et 13 heures et environ 18 heures, 20 heures, qu'elles durent 2 heures ou environ 2 heures. On ne peut pas être tout à fait précis. Il y a plein d'automates qui entrent en jeu autour de ça et il peut toujours y en avoir un qui dysfonctionne au mauvais moment.
Et donc, le jour J, le délestage est mis en œuvre voilà, par Enedis, mais pour 2 heures. Ça veut dire, en quelques mots, qu'un délestage est prévu, que vous êtes concerné, et en sachant que la plage horaire est compliquée pour le système électrique, c'est 8h, 13h par exemple, il faudrait plutôt pousser un peu plus le chauffage dans la nuit ou le matin pour pouvoir ensuite le couper, profiter de l'inertie et le remettre en route l'après-midi. Voilà, c'est le genre de décalage d'usage qui peuvent fonctionner. Voilà, je ne veux pas faire plus long. Encore une fois, avec la mobilisation de tous, nous pensons vraiment que les coupures sont tout à fait évitables. Voilà. Delphine, Excusez-moi. Merci, M. Camerlin, pour votre intervention. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour juste signifier qu'il existe le pendant d'EcoWatt pour l'électricité. Donc, il y a aussi EcoGaz pour les personnes qui seraient intéressées pour suivre ce dispositif-là. Et pour rebondir sur le délestage, ce que vous venez d'expliquer, donc il y a eu une communication récente de l'État et Enedis aussi. On fera certainement une information, nous aussi, côté Cleantech, et on apportera de l'information sur ces sujets-là. Peut-être préciser qu'il faut que vous, en tant que professionnels, là, tous autour de ce webinaire, ne pas oublier peut-être à travailler sur un plan de prévention des risques et à anticiper un peu ces contraintes de coupure au sein de votre entreprise. Voilà, on fera un sujet dédié parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourra revenir sur cet aspect-là. Je crois que nous n'avons pas de questions à ce stade. Peut-être préciser à nos intervenants que M. Camerlin ne reste avec nous que jusqu'à 10h. Donc, s'il y avait une question pour RTE, je vous encourage à vous manifester dès maintenant. Et si on n'a pas de questions, je vous propose de poursuivre. Merci, M. Camerlin, pour cette intervention. C'était très clair. Pardon, on a une question. Oui, pardon, j'aurais peut-être une question, Jean-Luc Foulini. Oui, vous avez signalé qu'il y aurait 6 points d'alerte rouge pour l'hiver. Est-ce que cela veut dire qu'on a, dans le pire des cas, alors même si c'est difficile de se prononcer, 6 jours de risque de coupure, c'est bien ça? Alors, oui, j'ai dit entre 0 et 6 jours. Aujourd'hui, le regard, nos perspectives, c'est entre 0 et 6 jours. Donc, ces 6 jours sont des risques, ce sont des jours avec, oui, risque de coupure, mais en même temps avec le dispositif de prévenance à J-3, et on verra, c'est la première fois qu'on le fait, comment les Français réagissent à l'exercice, et finalement, ça peut bien passer. Dans une région développée qui s'appelle la Californie, où ils ont malheureusement des blackouts, quand ils déclenchent leur système un peu similaire, en 7 secondes, ils récupèrent 1,2 gigawatts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de contrecarrer une coupure qui semble devoir avoir lieu, quoi. Voilà. Okay. Et donc, entre 0 et 6 à ce stade, et prochainement, il y aura une nouvelle actualisation. On verra ce que ça donnera. D'accord. Et ensuite, les coupures devraient se faire par tournante, c'est-à-dire ce ne seraient jamais les mêmes postes qui seraient coupés. Donc, ça veut dire que la probabilité, de nouveau, c'est pour essayer d'évaluer les risques, il y a très peu de risques d'avoir 2 coupures sur pour un même client, on va dire. Sur une même journée, oui. Il y a très peu de risques sur une même journée. C'est parce que si on imagine une vague de froid, on peut imaginer qu'on soit en alerte rouge pendant 3 jours, par exemple. Et donc là, il n'est pas impossible que chaque jour, pendant ces 3 jours, le client soit coupé 2 heures. Ah, ok, donc d'accord. Ok, donc les tournantes, c'est pas vraiment des tournantes finalement. Si ça veut dire que tout le monde aura été coupé avant de revenir à ce client-là. D'accord, ok. C'est tournant. Oui, oui. Ok, d'accord. Merci. On peut peut-être finir juste avec une dernière question avant de passer à la suite. Est-ce qu'il existe un autre moyen de communication en plus de EcoWatt
voilà, pour prévenir notamment les industriels? Alors, nos amis d'Enedis ne sont pas là, je pense, ce matin, mais ils vont appeler leurs clients et ou leur envoyer un SMS à J-3 déjà. Voilà. Donc ça, enfin, je pense que c'est un bon complément. Ensuite, il y a EcoWatt et ensuite, vous verrez, les médias vont en parler extrêmement. Donc, je pense qu'on aura du mal à y échapper. On prévoira un petit temps d'information dédié sur ce système d'information et du délestage avec Enedis dans les jours à venir. On y travaille maintenant que l'État et Enedis sont organisés pour effectivement vous apporter des réponses. Donc, on va pouvoir apporter réponse dans quelques temps. Merci, M. Camerlin. Je vous propose qu'on passe à la... Merci beaucoup. Puisque ce webinaire donc, est dédié à la présentation de solutions, là, on a fait une première partie pour vous dresser le contexte et vous donner un petit peu de perspective, mais on voulait vous amener aussi des solutions concrètes. Et donc, je vais laisser la parole à Aurélie Picard pour la présentation de la plateforme Je décarbone, puisque se lancer dans la décarbonation, c'est aussi une première étape, ce sont les économies d'énergie. Et donc, c'est un des leviers. Donc, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Merci pour votre invitation. Donc, je vais vous parler oui, de leviers d'action pour faire face à la situation. Et donc, avant, pour contextualiser simplement mon propos, vous dire 2 mots sur les nouveaux systèmes énergétiques. Nous sommes une association donc, qui regroupe les industriels de la transition énergétique et l'État autour de l'industrie de la transition. Notre but, c'est de faire que l'investissement dans la transition énergétique développe l'industrie en France. Et on a 2 modes d'action principaux. On a un contrat de filière qu'on signe tous les 2 ans avec les ministres, avec les 18 groupes sur les 18 thématiques que vous voyez, qui sont nos groupes de travail, qui rassemblent 1200 membres actifs pour mettre en œuvre ce contrat de filière qui liste les actions à mener ensemble pour développer l'industrie en face de l'investissement qui est consenti sur chacun de ces thématiques. Et puis, on a une démarche très business avec un club des ETI, avec de la promotion des achats des grands groupes et des ETI dans la transition énergétique, toujours pour développer l'industrie de la transition. Et donc, je vais vous parler de Je décarbone. C'est une action sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans, donc qui s'inscrit dans le long terme. Et en fait, aujourd'hui, le contexte que nous vivons est un contexte particulier sur lequel l'ambition de long terme ou court terme, quand on voit les échelles de temps de décarbonation, de réduction de nos émissions, se retrouve parfaitement alignée avec la problématique de court terme qui nous rassemble ce matin, celle de faire face à l'explosion des coûts de l'énergie et à l'incertitude croissante auquel nous faisons tous face. Et donc, cette action de vous accompagner pour vous aider à vous décarboner répond également à la problématique donc, de court terme qui nous réunit ce matin, celle de gérer votre facture énergétique, à la fois sa volatilité et son coût. On se gérer à la fois les incertitudes et à la fois l'augmentation des coûts structurels qui est amené à durer un peu plus longtemps que cet hiver. Donc, je sais que la CCI va prendre le temps de vous détailler les mesures de soutien guichet amortisseur que l'État a mis en place. Sachez que l'action Je décarbone que je vous présente est travaillée en lien étroit avec l'État qui finance cette action et qui donc l'a mis à la fois dans les outils de planification écologique pour répondre à cette question de décarboner l'industrie et dans le plan de sobriété et d'accompagnement du court terme. C'est donc une action structurante sur laquelle nous travaillons tous ensemble pour vous accompagner. Alors, quels sont vos leviers par rapport à la situation actuelle? Comme on l'a dit, il y a d'abord un premier levier qui est la question de la sobriété et des économies d'énergie. Les gestes que vous pouvez faire, la manière de piloter votre consommation. Donc, le premier levier, c'est comprendre, faire évoluer ses consommations. Je vais prendre un exemple. Si vous mettez un pilotage de vos compresseurs, vous pouvez gagner 30%. Il y a aujourd'hui seulement 15% des compresseurs qui sont équipés de systèmes de pilotage. Donc, et c'est la même chose sur votre bâtiment. Si vous mettez de la domotique, vous avez très rapidement
20% de réduction de consommation énergétique. Donc là, vous avez des retours sur vos investissements qui étaient déjà courts avant la situation et qui deviennent extrêmement courts aujourd'hui. Toute la partie récupération de chaleur, économie circulaire sont des actions que vous pouvez mener qui vont avoir des retours sur investissement très courts. Ensuite, il y a des actions un peu plus structurelles qui ont besoin d'avoir eu cette première partie, comprendre ces consommations, hein, l'audit, la compréhension de ces consommations, voilà, l'équipement pour suivre est important pour prendre le deuxième volet d'action qui va être sur la décarbonation de votre énergie, de votre chaleur. Et puis à la fin, de manière sur la partie décarbonation, pour les émissions qui restent, on travaille sur tout ce qui est la capture et la valorisation du carbone. Si on rentre un petit peu plus dans ces leviers, voilà le schéma qui est très simplifié des technologies qui sont disponibles, qui sont à votre main. Le but n'est pas de l'expliquer, c'est simplement de vous expliquer qu'il y a beaucoup d'options. Simplement dire que voilà, il y a énormément d'options disponibles, technologiques, dont les prix baissent fortement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui les adopte. Simplement, j'aimerais partager avec vous une idée extrêmement importante, c'est le fait que vos consommations énergétiques tournent essentiellement autour de deux pôles. Un besoin d'électricité pour s'éclairer, pour faire tourner des compresseurs, pour de l'énergie mécanique, et puis un besoin de chaleur. Et en fait, on ne le regarde pas toujours comme ça. Et une fois qu'on le regarde comme ça, donc la chaleur pour chauffer vos bâtiments, la chaleur pour vos process, et cette chaleur, on n'est pas obligé de passer par le gaz, les LEC seulement pour la faire. Il y a tout un univers autour de la chaleur, de récupération de chaleur. Ça se stocke très très bien, la chaleur. Ça se transforme très bien avec des packs. Ça se crée également avec le solaire sans avoir à passer par un électron. Et c'est des technologies dont on a peu parlé, qui ne sont pas toujours bien connues. Donc, dans Je décarbone, ce qu'on propose de faire, c'est de vous aider à trouver les technologies dont vous avez besoin, à vous accompagner pour que très rapidement, on sait que le temps est extrêmement précieux, vous puissiez décarboner votre activité et sécuriser votre facture énergétique. Les deux sujets sont étroitement liés. Si vous travaillez votre facture énergétique, c'est vraiment le moment de travailler en même temps sa décarbonation. Et certains me diront, mais le mix énergétique français est très décarboné. 60% de besoin de l'industrie, c'est de la chaleur. C'est de la chaleur qui n'est pas forcément électrique ou gazière, mais qui peut venir de la récupération. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder, au moment où vous regardez pour le court terme votre problématique de facture, le moyen terme, la question de la décarbonation, les solutions sont souvent étroitement liées. Donc, la plateforme Je décarbone que nous avons mise en place vous permet à la fois d'identifier ces solutions et on met en avant les offreurs de solutions français. Donc, si vous êtes offreur de solutions, surtout référencez-vous. Notre but à chaque fois dans tout ce que nous menons, c'est de développer, de mettre en avant les acteurs qui sont implantés en France, qui produisent en France. Donc, si vous êtes offreur de solutions, référencez vos solutions. Si vous êtes un acteur qui cherchez à réduire votre facture énergétique, vous avez deux manières d'utiliser la plateforme. Vous pouvez chercher des solutions et vous aurez une mise en avant des solutions françaises, ou vous pouvez tout simplement décrire votre projet sur la plateforme et les offreurs de solutions qui sont référencés vont vous répondre. Voilà. Alors, un des points de complexité que je n'ai pas présenté, mais qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'il existe plein de business models différents qui ne sont pas toujours très clairs au départ, mais vous avez des acteurs qui peuvent, c'est un peu comme quand on construit sa maison, on peut prendre un architecte, un maître d'œuvre ou aller voir le plaquiste. C'est exactement la même chose sur les projets de décarbonation et de maîtrise de sa facture énergétique. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent faire de la maîtrise d'œuvre. Vous pouvez avoir des auditeurs, des conseils qui vont vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre. Vous pouvez préférer découper votre projet. Et donc, vous trouvez vraiment ces différentes partenaires pour mener vos projets sur la plateforme, soit en spécifiant dans la description de votre besoin, soit en cherchant les offreurs de solutions. Il y a également là, une partie financement qui est importante. Par exemple, si vous faites un contrat de performance énergétique, vous avez un tiers financeur et ce n'est pas vous qui portez les investissements de vos outils de décarbonation et de maîtrise de facture. Donc, Je décarbone, c'est à la fois
cette plateforme numérique sur jedécarbone-du6.fr où vous pouvez donc exprimer votre besoin, chercher des solutions, trouver toutes les informations techniques et financières et puis trouver, c'est en cours de déploiement et on sait que c'est important pour vous, la présentation de projets pour vous inspirer. Et puis on complète ça naturellement avec des rencontres physiques et on fait le tour des régions et on passera en Occitanie. On commence par la Nouvelle-Aquitaine pour vous mettre en relation avec les offreurs de solutions, que ce soit des maîtres d'œuvre qui vous accompagnent du début jusqu'à la fin, des gens qui vous conseillent, publics ou privés, ou des équipementiers si vous avez votre projet très clair et que vous cherchez simplement à avoir un fournisseur. Je vais passer très très vite, mais voilà la plateforme Je décarbone sur laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. À la fois pour décrire votre projet, ça c'est la fiche de description de projet, ou pour chercher des solutions, et là vous avez une fiche de présentation d'offres de solutions. Aujourd'hui, il y a 1000 entreprises qui sont inscrites, il y a 400 solutions qui sont proposées, et il y a 180 personnes qui ont déposé des besoins. Et nous assurons derrière le suivi pour s'assurer que les personnes qui déposent les besoins sont bien contactées. C'est une démarche que nous menons en partenariat donc, avec le financement de l'État, et puis en partenariat avec les différentes parties prenantes, CCI, pôle de compétitivité dans les territoires, en maillant largement. Et donc, on a signé le 10 octobre, on s'est réunis au ministère de l'économie en présence du ministre de l'Industrie en lien avec la ministre de la Transition énergétique, avec l'ensemble de ses partenaires privés et publics, pour signer une charte de mobilisation pour vous accompagner et justement tous se mobiliser pour bien compléter, vous mettre le maximum d'informations disponibles à travers cette plateforme Je décarbone pour que vous puissiez accélérer vos projets. Et donc, pour vous donner les quelques dates clés, la plateforme que nous travaillons depuis 2019 a été lancée en juin. Le 10 octobre, nous sommes tous réunis, donc les partenaires, tous les acteurs, à Bercy. Le 8 novembre, nous avons présenté lors du lancement par le président de la République à l'Élysée la plateforme dans le grand plan de décarbonation de l'industrie. Et puis nous commençons le tour des régions le 28 février. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Avant de conclure, un point pratique important de court terme, en marge de cette action Je décarbone, mais nous avons également fait des réunions d'information et je pense essentiel de vous transmettre l'information sur l'importance de bien sécuriser, si vous le souhaitez, de contractualiser vos contrats d'énergie pour 2023 dès à présent, étant donné que, comme vous le savez, en France, il y a un dispositif spécifique pour accéder à la part ARENH nucléaire sécurisée et dont les dates limites sont en fin d'année. Donc, c'est une petite info à la marge parce qu'on anime également cette circulation d'informations. Mais voilà. Et si vous avez des difficultés et des questions, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Aurélie Picard. Je vous propose qu'on fasse un petit temps d'échange après, à la fin de ce bloc d'intervention. Je vais donner la parole à Madeleine Kraft pour la CCI Occitanie qui va compléter du coup donc ce dispositif Je décarbone avec l'ensemble des aides et autres dispositifs d'accompagnement disponibles. Donc Madeleine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous le voyez bien? Très bien. Ok, parfait. Donc oui, je vais venir en complément de ce qui vient de vous être présenté pour vous parler des aides qui ont été mises en place à la fois sur la partie aide aux factures et aide à l'investissement, donc pour réaliser ces investissements qui ont été évoqués. Peut-être d'abord un petit point juste en préambule. On vient de l'évoquer, il est vraiment important que l'ensemble des entreprises soient bien au fait des tenants et aboutissants de leur contrat énergie actuel. Vérifiez vos dates d'échéance, vérifiez les conditions qui vous sont appliquées actuellement et celles qui pourraient vous être appliquées à l'avenir. Le médiateur de l'énergie a émis une checklist énergie qui est assez bien faite, donc vous aurez le lien dans la présentation
Je vous invite vraiment à en prendre connaissance si vous n'avez pas encore fait ce pas. Et puis un autre point, les dispositifs que je vais vous présenter évoluent très rapidement. On a encore eu des annonces la semaine dernière. Donc restez bien en veille par rapport à ces dispositifs d'aide. Je pense que la plupart sont en cours de calage. Normalement, ça devrait être en cours de finalisation, mais c'est vraiment important que vous puissiez faire une veille sur les différentes aides factures qui sont en train d'être annoncées. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec les chambres de commerce, hein, on est là pour ça aussi, pour bien être tenu au courant de l'actualité sur ces sujets. Alors, les mesures d'urgence qui ont été annoncées pour l'instant pour limiter les hausses de factures. Donc, Vincent Renoir l'a annoncé, hein, on est vraiment sur des hausses d'énergie vraiment significatives par rapport aux années précédentes. Pour la partie TPE, je ne m'étends pas, mais donc, vous le savez, il y a un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour les petites entreprises ayant souscrit des contrats inférieurs à 36 kVA. Pour les industriels, sur 2023, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un amortisseur électricité, donc qui va concerner les TPE et PME à partir du 1er janvier 2023. Le principe, c'est que l'État va compenser l'écart entre le prix de l'électricité, donc hors coût d'acheminement et hors taxe. Donc on regarde vraiment uniquement la part variable des contrats. Et l'écart entre ce prix qui vous est appliqué et 180 € du mégawattheure. Et donc ça va concerner 50% des volumes consommés, avec un plafond de 160 € du mégawattheure, donc ce qui vous amène à 500 € du mégawattheure. Le principe à retenir, c'est que cette aide sera intégrée directement dans votre facture et les fournisseurs seront compensés par l'État. Donc, du point de vue des industriels, vous n'avez pas de démarche spécifique à réaliser auprès de l'État. En revanche, bien vérifier auprès de votre fournisseur que votre statut de PME a bien été pris en compte et que cette aide s'applique sur votre facture à partir du début d'année prochaine. Vous pouvez aller regarder les détails de cette aide directement sur le lien que je vous ai indiqué, qui est le lien du gouvernement. Pour les entreprises qui ne seraient pas concernées par cette aide, on a une prolongation de l'aide gaz et électricité qui avait été mise en place en 2022, donc qui concernait à la fois le gaz et l'électricité. L'amortisseur électricité dont je viens de vous parler, comme son nom l'indique, ne concerne que la partie électricité. Pour le gaz, vous aurez encore accès à une aide guichet sur l'année 2023 qui s'applique sur des conditions qui sont en comparaison avec des données de 2021. Donc le principe, vous avez une aide générique qui concerne toutes les entreprises qui auraient des dépenses d'énergie supérieures à 3% de leur chiffre d'affaires de 2021 et dans la limite de 4 millions d'euros. Et vous avez une aide renforcée pour les entreprises qui subiraient une baisse significative de leur excédent brut d'exploitation. Donc soit une baisse supérieure à 40%, voire un excédent brut d'exploitation négatif. Auquel cas, l'aide peut monter jusqu'à 50 millions d'euros, voire 150 millions d'euros si l'entreprise est listée dans le décret. Donc on considère que c'est une aide qui devrait couvrir entre 30 et 40% de la hausse des factures. Donc il y aura nécessairement un reste à charge pour les entreprises qui restera significatif, hein, d'où l'importance d'être quand même vraiment vigilant sur les prochains mois sur les modalités qui pourraient vous être appliquées. Donc pour bénéficier de ce dispositif, c'est directement sur le site des impôts. Je vous ai mis le lien vers le simulateur qui est assez bien fait. Donc vous pouvez, si vous disposez de vos factures électricité et puis de vos données de chiffre d'affaires de l'année 2021, déjà faire la simulation pour voir ce qui peut vous être appliqué selon la période considérée. Je vous ai laissé également une petite note sur le taux de CSPE, hein, donc c'est la contribution, c'est la taxe qui s'applique sur l'électricité, qui pour l'instant est gelée jusqu'en 2023. Donc ça permet que finalement ça explique pourquoi les aides s'appliquent uniquement sur la part variable, on va dire, de vos factures. Ce qui a été évoqué précédemment, hein, ça reste important à retenir. On est sur des hausses de prix qui sont significatives et qui vont se maintenir dans le temps. Donc l'important, c'est aussi de
s'investir dans la réduction de ses consommations d'énergie, au-delà de la réduction des factures prix. Donc vous avez un certain nombre de dispositifs qui existent déjà depuis un certain nombre d'années que vous pouvez mettre en œuvre pour financer vos investissements de réduction de consommation d'énergie. Le dispositif des C2E, qui est relativement bien connu, hein, qui vous permet notamment de réaliser des travaux d'économie d'énergie, par exemple sur vos bâtiments. Donc je vous ai mis le lien là vers le simulateur qu'on a en place au niveau de la chambre de commerce, mais sinon vous avez aussi un simulateur ADEME qui est très bien fait. Vous avez également des aides ADEME qui peuvent vous permettre de financer les dispositifs qui étaient présentés tout à l'heure par Madame Picard, hein, sur de la chaleur renouvelable, sur des réseaux de chaleur, sur des chaufferies biomasse. Donc voilà, vous avez des relais chaleur renouvelable dans tous les départements qui peuvent vous aider pour faire l'étude de votre dispositif et mettre en œuvre les investissements les plus pertinents en fonction de votre projet. En Occitanie, on a également une aide au financement d'un audit énergétique qui a été annoncée. Et puis surtout, l'ADEME fait des appels à projets très réguliers sur la décarbonation de l'industrie. Il y en a un qui vient de s'achever et je pense que sur le début d'année prochaine, il devrait y avoir d'autres appels à projets qui vont paraître. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres de commerce pour être tenus informés de ces appels à projets qui peuvent vraiment permettre de contribuer significativement à votre projet. Je termine mon panorama par les dispositifs régionaux qui ont été annoncés. Alors le pass transformation écologique, je passe assez rapidement puisqu'il concerne essentiellement les entreprises de moins de 20 salariés. Mais qui peuvent permettre du coup de réduire aussi la facture sur des travaux de chaleur et froid renouvelable, de sobriété énergétique et qui concernent notamment les secteurs industriels. Un autre dispositif, c'est les contrats d'avenir et les contrats 3S auxquels vous pourrez solliciter plutôt dans le courant de l'année 2023. Donc les détails apparaîtront sur le hub entreprendre de la région. Vous avez le lien en bas de page. Et donc on est sur des systèmes de subventions plafonnés avec des avances. Voilà, je vous ai mis un peu les détails de ces différents contrats, sachant que les modalités exactes de mise en œuvre, je pense, vont nous être transmises voilà, dans le début d'année prochaine. Et puis enfin, on le mentionnait tout à l'heure, hein, il existe maintenant des solutions d'investissement, des solutions de financement des investissements qui peuvent être sous des systèmes de portage tiers. Et donc la région finance notamment Fitéo qui permet un tiers financement. Donc l'avantage, c'est que c'est une solution de portage, donc il n'y a pas de dette pour l'entreprise, pas d'impact trésorerie, et la possibilité de récupérer l'actif à la fin du contrat. Donc ça peut être une solution intéressante pour financer certains investissements, typiquement sur du photovoltaïque en autoconsommation, de l'ENR thermique, etc., sur des solutions en autoconsommation. De la même manière, il y a également un dispositif régional qui s'appelle Ombrière d'Occitanie, qui est vraiment dédié sur les ombrières de parking en production de photovoltaïque. Et donc l'avantage, c'est que voilà, l'ensemble de la structure est financé directement par Ombrière d'Occitanie pour le compte des propriétaires fonciers. Donc si vous êtes propriétaire de vos terrains et de votre site, ça peut être une solution intéressante. Et puis enfin, je mentionne quelques solutions de financement de la BPI. Donc c'est sous forme de prêts. Vous avez différents types de financement que je vous ai mentionné là. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ces prêts, mais n'hésitez pas soit à consulter directement vos chambres de commerce ou la BPI en direct pour voir quel est le prêt qui s'adapte le mieux à votre projet et à votre situation. Voilà, et je termine le petit éventail en mentionnant du coup le guide des aides qui a été mentionné en introduction, hein, qu'on a publié sur le site de la Chambre de commerce.
vous aurez récapitulé l'ensemble des dispositifs que je viens d'évoquer. Et puis, comme je le disais, hein, c'est des dispositifs qui évoluent assez rapidement. Donc, je pense que vous avez tout intérêt à contacter votre chambre de commerce pour vous assurer que, entre-temps, voilà, que vous répondez bien aux critères d'éligibilité et voir s'il n'y a pas d'autres dispositifs qui peuvent vous aider également à financer vos projets. Pour rappel, les CCI ont un parcours énergie à votre disposition. On a des conseillers énergie sur l'ensemble du territoire qui peuvent vous aider à entamer votre démarche, à faire le point sur vos dépenses énergétiques, éventuellement une visite sur site si vous le souhaitez, et mettre en œuvre un plan d'action pour réduire vos consommations énergétiques et améliorer votre efficacité énergétique. Je mentionne notamment la formation ProREFI qu'on organise assez régulièrement en partenariat avec la T2E et qui permet de former un salarié référent énergie chez vous. Donc, quelqu'un qui vous permettra de gagner en autonomie par rapport aux décisions que vous prendrez sur l'énergie. Voilà, c'est aussi un gage de neutralité pour l'entreprise d'avoir une personne en interne qui soit en capacité de faire le point sur la démarche de réduction de consommation et de prendre les décisions qui s'y réfèrent. Voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre à vos salariés de monter en compétence sur ces sujets. On est sur un format mi-MOOC, mi-présentiel, avec un accompagnement individuel par un conseiller sur plusieurs jours, qui permet vraiment la mise en œuvre et le suivi de votre projet, avec un reste à charge qui devrait évoluer un petit peu sur 2023, mais il y a quand même une prise en charge significative du coût de la formation. Donc voilà, renseignez-vous directement auprès de votre chambre de commerce pour avoir les dates des prochaines formations et puis voir en fonction de votre organisme de formation le tarif qui pourra vous être appliqué. Merci Madeleine pour cette présentation bien complète. Alors, on vous enverra la présentation, hein, on la diffusera à l'issue. Vous aurez donc bien tous les liens et toutes les bonnes informations que Madeleine a citées là en détail. C'est bien référencé, donc vous y aurez bien accès. Un petit complément pour citer une aide de l'UIMM également, qui a déployé un nouvel outil d'accompagnement financier. Donc, on vous laissera en prendre connaissance. Voilà, il ne pouvait pas prendre la parole ce matin, mais il y a aussi des aides du côté de l'UIMM pour la cible très industrielle. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour vous faire accompagner sur ces démarches-là et pour vous accompagner dans vos projets. Je crois que nous n'avons pas de questions sur cette seconde partie. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec le témoignage de deux industriels, parce que finalement, tous ces dispositifs d'aide sont là pour vous accompagner de manière très concrète dans vos projets. Et on a donc le témoignage de Monsieur Daniel Boyer pour Liber Aerospace Toulouse, et on fera le témoignage ensuite de Sanofi. Monsieur Boyer, je vous laisse la parole pour témoigner de la politique de management de l'énergie que vous avez mis en place au sein de votre entreprise. Bonjour à tous. Voilà, donc pour situer un petit peu Liber Aerospace, donc une entreprise située en région toulousaine, nord de Toulouse, 1500 salariés, 12 hectares, 60 000 m² de surface de bâtiment. Nos activités sont principalement de la fourniture d'équipements aéronautiques, notamment sur les systèmes d'air avion, avec la partie conditionnement et pressurisation. Voilà, donc alors je vais vous dérouler un petit peu une présentation que j'ai effectuée il y a une dizaine de jours, donc auprès de l'ensemble des salariés à l'occasion d'une réunion générale d'information. Voilà, l'idée était principalement de sensibiliser l'ensemble des salariés au sujet de la sobriété énergétique. Voilà, donc on peut dérouler la présentation. OK. Alors voilà, donc c'est important de situer un petit peu l'ensemble des salariés par rapport à nos usages significatifs énergétiques. Donc voilà, on se rend compte que voilà, un quart de nos consommations concerne les bâtiments, l'infrastructure, voilà, sur le site de Toulouse. Et puis ensuite, donc, on a des process qui travaillent bien sûr, qui fournissent de l'énergie air comprimée, donc des installations très énergivores.
Et si on associe nos 2 centrales de production d'air comprimé, qui représentent 43% de nos consommations, avec les 9% qui concernent nos réchauffeurs d'air au niveau des essais, on se rend compte que plus de 50% de nos consommations sont dues à la partie essai de nos systèmes. Sur le site de Kansas, à proximité de Montauban, voilà une activité aussi d'usinage pour laquelle j'ai fait part un petit peu de la notion de proportion entre l'énergie consommée par les bâtiments et par les activités de process. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc, alors, voilà, j'ai expliqué un petit peu à l'ensemble des salariés qu'on travaillait depuis de nombreuses années, bien sûr, sur 3 leviers principaux, l'efficacité énergétique, hein, qui permet d'augmenter un peu le rendement des moyens de production, les énergies renouvelables, je vais déployer un petit peu après, et puis le volet, le 3e levier, donc la sobriété énergétique. On peut passer à la suivante. Voilà, donc pour la partie efficacité, voilà, donc on a 2 bâtiments assez récents, ISA, donc intégration des systèmes d'air, et le bâtiment énergie, dans lesquels on a 2 centrales de production d'air comprimé de 5 MW chacune, que nous avons donc optimisées et avec des systèmes de pilotage intelligent de manière à produire le juste nécessaire air comprimé par rapport aux besoins qui ont lieu aussi bien sur la partie essai série que sur la partie essai développement. Voilà. Sur la partie énergie renouvelable, voilà, donc on a installé sur le bâtiment énergie une centrale photovoltaïque. On a un projet de mettre des ombrières, on le voit un peu à droite de la diapo, sur un parking. Ces installations vont représenter 3% de nos consommations d'énergie, donc on sera en totale autoconsommation. Les bâtiments en vert sont des bâtiments qui bénéficient de récupération de chaleur des différents process, à la fois, donc j'ai parlé tout à l'heure des centrales de production d'air comprimé. Il faut savoir qu'un compresseur génère de la chaleur et autant la récupérer pour chauffer les bâtiments, entre autres. Et sur le bâtiment NBE en bas, donc bâtiment de fabrication d'échangeurs, on a des fours de brasage pour lesquels on récupère la chaleur pour chauffer ce bâtiment aussi. Suivant, donc, la certification ISO 14001 nous a beaucoup aidé dans la démarche, donc on a été certifié en 2007, et les sites toulousains et Kansas aussi, donc ont bénéficié, voilà, d'actions assez conséquentes sur les différents sites. La diapo d'après précise un petit peu les actions qui ont été mises en place plutôt au titre de la 14001 et dans la démarche générale. Donc, tout d'abord les comportements, les éco-gestes, voilà, et après donc sur la partie infrastructure, donc principalement les bâtiments, pompe à chaleur, free cooling, voilà, free cooling est très intéressant. On voit la diapo, la petite image en haut à droite, voilà, qui représente un peu en plein été lorsque les bâtiments sont chauds, on va dire que la nuit, voilà, on récupère l'air frais extérieur pour faire de la ventilation naturelle. C'est très intéressant. Bien sûr, des capteurs d'eau chaude sanitaire, un plan LED étalé sur 4 ans, sur 5 ans pour l'ensemble du site, de l'instrumentation. Et sur la partie process, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure des compresseurs, mais aussi tout ce qui est ventilation, pompage pour différentes autres activités, tout ça en vitesse variable. On a bénéficié de quelques C2E aussi parfois sur ces installations qui aident bien dans la démarche. Et le bâtiment énergie, donc, qui lui est très instrumenté, voilà, avec un système de supervision assez très intéressant qui reprend un petit peu les fonctionnalités de l'ensemble du site, et avec notamment donc surveillance des fuites d'air comprimé et un plan de réduction de consommation d'énergie qui a été de 7% étalé sur 3 ans. Des équipes actives aussi, côté environnement, hygiène, sécurité, développement durable, éco-conception, voilà, un grand nombre de personnes qui sont très dynamiques sur ces sujets-là. Et ensuite, voilà, donc voilà, j'ai présenté aux salariés le fait que voilà, le gouvernement nous demande bien sûr d'accélérer nos actions de réduction des consommations d'énergie suivant 4 axes. L'anti-gaspillage, l'efficacité énergétique, la mobilité durable qui en fait partie, et ensuite l'animation. J'ai sensibilisé aussi, voilà, sur le fait de cette notion d'effacement avec EcoWatt qui a été très bien présenté tout à l'heure, hein, qui est un indicateur, on va dire, national et qui indiquera un peu la conduite à tenir lorsque les couleurs vertes basculeront sur de l'orange et du rouge. Suivant, voilà, donc le plan de sobriété, alors donc un plan d'action assez conséquent à engager, et l'idée était de montrer un peu aux salariés les principales, enfin, quelques actions, parce que je ne pouvais pas déployer le plan, il serait trop long.
Bien sûr, les notions de température, 19 degrés l'hiver, voilà, tout le monde s'y engage. Éclairage LED, c'est un sujet, et on associe à cela donc de la détection de présence et de la gradation lumineuse en fonction comme ça, de la luminosité naturelle. On optimise très bien tout ça. Le talon, voilà, pas mal d'équipements qui restent en veille nuit, week-end, auprès desquels on va optimiser tout ça. La notion d'efficacité énergétique, on travaille bien sûr sur certains process, et notamment récupération de chaleur, on a pas mal d'actions à engager de notre côté. Mobilité durable, on a une équipe PDE qui est très dynamique par rapport à ce sujet-là et qui mène bien tout le monde dans la bonne direction. Et sur le volet animation, voilà, donc je suis responsable moyens généraux, je deviens référent énergie, et j'ai fait appel donc à l'ensemble des salariés pour qu'il y ait en fait des ambassadeurs qui s'inscrivent dans la démarche, avec lesquels on va travailler sur l'ensemble de ces sujets. Des indicateurs de pilotage, indicateurs de performance énergétique qui vont être mis en ligne en fonction des différents secteurs d'activité, qui vont permettre donc un peu de challenger un petit peu chaque domaine de manière à optimiser. Et puis voilà, l'information de sensibilisation des salariés, donc des communications diverses sous différentes formes vont avoir lieu. Les ambassadeurs aussi vont contribuer à tout ça. Et c'est une démarche globale qu'il faut engager. Et la dernière diapo, voilà, fait apparaître en fait que bien sûr dans tous les secteurs, tout le monde est concerné par ce plan de sobriété, et c'est ensemble qu'on va arriver à obtenir à la fois les 10% demandés, mais même plus, je pense. Merci, Monsieur Boyer. Donc, c'est l'affaire de tous, effectivement, mais aussi c'est l'affaire de tous en interne, hein. Vous l'avez bien dit, votre présentation, elle est assez forte sur les leviers de mobilisation interne pour voilà, les entreprises que vous êtes. Il est important d'avoir l'adhésion de ces équipes et de ces collaborateurs pour se lancer dans ce projet et peut-être même dépasser, du coup, effectivement, l'ambition des chiffres affichés. Donc bravo pour cette mise en place. Je propose qu'on écoute le témoignage de Sanofi qui va être un petit peu plus technique sur des solutions que vous avez à présenter et à partager. Et ensuite, on fera une petite séquence d'échange avec, donc pour vous, Libère et Sanofi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite dès maintenant dans le fil de conversation. On les passe après. François, je crois que je ne sais pas si tu as été rejoint par Salah Eddine ou pas. Non, je serai Voilà. tout seul. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter un témoignage d'un plan d'action industrielle. Donc peut-être c'est toi qui passes les diapos. On fait avancer les slides. Delphine. Alors attends, là tu m'en as loupé une. Non, c'est la première que tu as? C'est la première, oui. D'accord, bon. Alors, en termes d'introduction, donc Sanofi, c'est une grande entreprise et qui a, elle aussi, des ambitions en termes de réduction de sa consommation d'énergie et de réduction de carbone, donc avec un objectif qui nous est fixé à moins 15% à l'horizon 2025 et un net zéro à l'horizon 2050. Nous, en tant qu'établissement d'Aramon, donc qui sommes une usine de production de principes actifs chimiques. Nous sommes engagés dans cette démarche depuis longtemps, puisque nous sommes certifiés ISO 50001 depuis 2014. Nous sommes membres fondateurs de la Clean Tech Valley. Et donc, c'est grâce à toutes ces actions, tout ce management de l'énergie, hein, comme il vient de nous être présenté par les collègues de Libère, bien que nous avons décliné des plans d'action. C'est un petit peu ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est à quoi ça peut ressembler un plan d'action pour un industriel, en faisant des focus sur des choses qui sont implantables un peu partout. Donc la première chose dont je vais parler, c'est quelque chose qui est déjà en place. Donc nous, on utilise des groupes froids qui font des fluides soit à température négative, soit à température basse. Et comme les compresseurs, les groupes froids, ça rejette pas mal de chaleur. Donc là, on avait donc installé un nouveau groupe froid, au passage avec un fluide qui s'appelle l'ammoniac, qui est un fluide naturel qui ne fait pas d'effet de serre, enfin qui n'a pas d'impact sur l'effet de serre. Eh bien, ce groupe-là, vous voyez, il a une puissance de 510 kW et il rejette à l'atmosphère 700 kW. Donc l'idée, c'est quoi?
c'est de pouvoir récupérer cette chaleur qui est rejetée à l'atmosphère, c'est de la chaleur perdue, pour pouvoir chauffer des bâtiments. Donc, le principe, il est dans la slide suivante. Voilà, donc vous avez votre groupe froid, là c'est la photo qui est en bas à gauche, et on a donc créé au niveau du refroidisseur du groupe froid un circuit qui va alimenter en eau tiède ce qu'on appelle des HVAC ou en français des CVC, donc qui sont en fait des batteries de chauffe ou de refroidissement d'ailleurs en fonction du climat de zones de l'usine. Voilà. Donc là, on a pu alimenter comme ça à peu près 6 bâtiments avec ce réseau, vous voyez, qui est quand même à très basse température, on est à 30 degrés. Donc ça veut bien dire que même des énergies relativement basse température, on peut les exploiter pour faire du chauffage. Donc vous avez dans la slide suivante le résultat. Ici, en bleu, vous avez la température extérieure. Vous voyez, là, on était sur une semaine avec une moyenne à 12 degrés. Et vous avez les températures dans les bâtiments qui sont enregistrées juste au-dessus. Et vous voyez qu'on arrive à relever la température de 12 degrés, donc entre guillemets gratuitement et de façon totalement décarbonée. On arrive à chauffer ces bâtiments-là. Donc on a mesuré, et ce n'est pas de l'estimation, c'est véritablement de la mesure. Ça, au passage, quand on fait des projets d'énergie, d'économie d'énergie, il faut toujours prévoir le mesurage et le bilantage. Donc là, vous avez 1,7 gigawattheure par an d'économie PCS, donc ça c'est du gaz, ce qui représente aujourd'hui avec nos prix, et bon, nous on arrive à avoir des prix relativement bien négociés sur Sanofi, mais on est quand même à 110 kg par an pour un investissement qui nous avait coûté à l'époque 370 kg. Donc ça illustre bien ce qui nous a été dit avant, on arrive à trouver de la rentabilité sur ce genre de projet. Donc voilà un exemple de sobriété par rapport. Et alors maintenant, on va déployer, donc le groupe a libéré du CAPEX pour déployer des projets de plus grande envergure, vu la situation. Et donc là, on a lancé ce projet qu'on appelle projet de performance énergétique à Ramon, qui est une décarbonation par la récupération de chaleur. Donc là, vous avez une photo du site. Le point 1 et le point 2, en fait, c'est un incinérateur qui brûle nos déchets, en particulier des solvants, et un incinérateur, ça rejette 30%, 35% de sa chaleur produite à l'atmosphère. Donc c'est pareil, l'idée, c'est de récupérer cette chaleur pour pouvoir la substituer à de l'énergie gaz. Donc on va créer un réseau de chaleur, c'est le rouge que vous voyez, qui va aller circuler dans tout le site et qui va aller, par exemple, pour les points qui sont immatriculés 3, qui va aller chauffer des bâtiments, qui va aller, pour le point immatriculé 8, qui va aller faire du séchage de boue sur une station d'épuration, et qui, par exemple, pour le point numéro 5, va pouvoir faire de la chaleur, du froid, pardon, en utilisant du chaud. C'est ce qu'on appelle le froid à absorption. Donc, on est sur un gros projet qui va nous permettre de diminuer par 2 notre consommation de gaz. On est sur une économie de gaz de 14 gigawattheures, pour notre consommation globale étant à peu près de 30 gigawattheures. Et ça fait aussi des économies électriques pour 2,5 gigawattheures. Je ne vais pas détailler évidemment la totalité de ce projet, mais c'est un projet ambitieux qu'on développe en collaboration avec l'ADEME d'ailleurs. Voilà, ensuite, un autre exemple de plan qu'on est en train de faire beaucoup plus simple, qui est là sur l'efficacité énergétique, puisqu'on est sur du remplacement de machines. Donc là, vous avez sur la partie gauche des remplacements de compresseurs. Des compresseurs, on l'a dit, c'est important de pouvoir les piloter, mais si vous avez des compresseurs trop anciens, vous pouvez les remplacer par des compresseurs plus performants. Et donc là, on a engagé ce remplacement pour un gain attendu supérieur à 500 MWh par an. Ensuite, les groupes froids, même chose. Les groupes froids anciens, nous on en a qui ont pas loin de 30 ans, ils ont des COP, ce qu'on appelle des COP, des coefficients de performance plutôt mauvais. Donc en les remplaçant par des machines de dernière génération, là vous voyez, on a monté un projet qui
permet d'économiser encore 1,5 gigawattheure par an. Donc on est vraiment sur des chiffres importants avec des conséquences financières importantes aussi. Voilà, slide suivante. Autre chose qu'on est en train de déployer, alors on en est plutôt au test, hein, c'est la géothermie. Alors, Delphine, si tu peux montrer, il y a 2 petits points blancs sur la droite. Les petits points blancs, ce sont des forages, en fait. Et donc, on va faire des forages dans lesquels on va pouvoir récupérer, pomper de l'eau dans la nappe. Cette eau, on va pouvoir l'utiliser en tant que source chaude pour une pompe à chaleur et aussi source froide pour des moyens pour condenser des produits. Donc, ça va nous servir à chauffer 4 bâtiments. C'est ce que vous voyez là avec les bâtiments qui sont 5 bâtiments, pardon, qui sont entourés avec les différentes couleurs. Mais ça va aussi nous servir pour notre sécheur de boue dont je parlais tout à l'heure, pour condenser en fait la vapeur qui est issue de la boue, puisque quand on sèche de la boue, ben, on enlève de l'eau. Donc, il faut la condenser. Et voilà, on fait en fait double jeu, puisque on va récupérer en plus cette chaleur de condensation pour aller chauffer les bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore sûr, parce qu'on n'a pas encore les résultats du forage de test, mais on a bon espoir. Et vous voyez qu'on est sur des volumes d'énergie, encore une fois, assez importants, que ce soit dans la chaleur, pour chauffer ou pour refroidir. Alors maintenant, dernier slide. Non, c'est l'avant-dernier. Autre levier important, c'est le management de l'HVAC, autrement appelé CVC en français, hein, climatisation, ventilation, chauffage. Donc, nous avons énormément de salles qui sont pourvues avec ces HVAC. Et donc là, vous voyez, il y a les différents leviers pour pouvoir réduire sa consommation. Là, on est vraiment sur de la sobriété. C'est réduire les taux de brassage au minimum requis. Et puis, instaurer des modes réduits nuit et week-end. C'est toujours l'idée que quand on n'en a pas besoin, on va se positionner. Donc, c'est ce que vous voyez sur le graphique avec ACPH, hein, c'est en anglais la réduction du taux de brassage, et cette BAC qui est le mode réduit. Vous voyez que ce sont vraiment les 2 plus gros leviers qui vont nous permettre de modérer notre consommation énergétique sur ces CVC. Donc, avec 90% de l'économie du traitement d'air. Enfin, dernier slide. Voilà, là, ce sont des initiatives qui ne sont pas encore complètement terminées, mais qui sont listées. C'est tout ce qui reste finalement à notre niveau, avec des remplacements de moteurs, avec une classe énergétique meilleure, avec des rééquilibrages d'hydraulique. Hein. On a des réseaux dans lesquels il y a du fluide qui circule. Ben, il faut le faire circuler à la bonne pression, au bon débit, pour pouvoir optimiser notre demande. Isolation thermique des bâtiments, peinture sur les toits pour réduire les besoins de climatisation l'été, bien sûr l'éclairage, et puis la gestion et le management des réseaux et du chauffage. Voilà. Donc tout ça, c'est un volant, je dirais, un peu fourre-tout, mais qui a aussi un fort potentiel. Voilà, je crois que c'était la dernière slide. Je dirais juste en conclusion, donc là, je vous ai voulu vous montrer un panorama d'initiatives qu'on peut prendre dans un milieu industriel, qui sont des initiatives qui peuvent être transposées dans plein d'autres entreprises. Et on a voulu aussi vous montrer les leviers sur lesquels on pouvait jouer pour faire baisser notre consommation énergétique. Voilà, merci à vous. Merci François pour cette présentation pour Sanofi. Alors on voit qu'il y a effectivement toute une palette de leviers actionnables plus ou moins techniques, plus ou moins qui nécessitent des investissements plus ou moins forts. Est-ce que vous auriez des questions pour donc suite à ce témoignage de Daniel Boyer et François Cisterne? Oui, Delphine, je vois qu'il y a une question de la part de Monsieur Mourgue. Serait-il possible d'expliquer le projet de géothermie qui consiste à récupérer la chaleur de condensation des boues? Oui, alors c'est vrai que je suis passé un peu vite. En fait, l'idée, c'est de pouvoir pomper de l'eau dans la nappe, cette eau étant à peu près à 15 degrés toute l'année,
Donc, cette eau, elle va servir à condenser l'eau qui est extraite des boues. Et donc, cette eau va donc se réchauffer à ce passage sur la condensation. Et cette eau va revenir ensuite vers une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur aura de l'eau, non pas à 15 degrés, mais plutôt à 20 degrés. Et donc, sera encore plus efficace. Et cette pompe à chaleur va distribuer de la chaleur dans des bâtiments. Voilà. Ensuite, l'eau qui a été pompée dans la nappe est réinjectée dans la nappe immédiatement. Mais par contre, à un point de puisage qui est suffisamment éloigné du premier. Voilà, c'est pour ça que sur le schéma, vous aviez vu qu'ils étaient quand même assez éloignés l'un de l'autre. Merci pour ces précisions. Une autre question, est-ce que les prestataires du BTP sont prêts à répondre à ce type de demande aujourd'hui, en tout cas, à cette transition? Alors ça, c'est peut-être une question plutôt... je ne sais pas si on a quelqu'un qui peut apporter réponse. Sur les offres de solutions, moi, je veux bien prendre la main. Hein. Mais oui, on a clairement, hein, et vous trouverez les enjeux des carbones, justement, des solutions de ce genre. Il y a clairement un développement important. Et c'est ce que je pointais, de ces solutions qui ne sont pas toujours bien connues et qui pourtant ont des retours sur investissement intéressants autour de la chaleur qui est mal appréhendée. Et donc, oui, on a des prestataires qui sont prêts à répondre à la demande et que vous pouvez trouver sur GD Carbone. Et surtout, c'est des prestataires français et comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on a à cœur, c'est que vos investissements, ils développent l'emploi. On a plein de belles pépites grandes et petites et donc il y a de quoi accompagner vos projets sur de telles solutions en proximité. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on aille faire un autre tour sur d'autres exemples concrets du domaine de l'autoconsommation photovoltaïque. Avec donc Bruno Bouteille, chef d'entreprise pour Cirea. Bruno, je te laisse la main pour présenter les solutions que vous avez chez Cirea. Merci Delphine. Rapidement, pour présenter Cirea, Cirea est une PME industrielle que j'ai créée en 1994 qui conçoit et fabrique des solutions matérielles et logicielles en vue d'augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables pour réduire la facture électrique en consommant moins du réseau et faciliter la décarbonisation. Voilà. Donc, je pense qu'on peut peut-être présenter les slides. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la facture d'électricité, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a un coût pour la fourniture, qui est le coût du kilowattheure, mais que dessus aussi, on paye le transport plus les taxes. Donc, en fait, quand on fait de l'autoconsommation, on réduit non seulement en fait, la part soutirée au réseau, mais on réduit aussi en fait, les taxes et le coût du transport. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et l'autre point, en fait, aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle des contrats avec des tarifs différenciés. Les tarifs différenciés, c'est-à-dire qu'en fait, le tarif, il est modulé en fonction des périodes avec des heures pointes, par exemple hiver, des heures creuses hiver ou des heures pointes été. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut jouer soit sur la flexibilité de ces usages en fonction de ces tarifs différenciés, ou soit, en fait, on peut aussi jouer sur le fait qu'on peut éventuellement stocker de l'énergie lorsqu'elle est moins chère pour la restituer ensuite sur les périodes où le coût serait plus élevé, quoi. Voilà, si on passe au slide suivant. Donc, en fait, voilà, donc l'objet de Cirea, c'est d'agir sur l'ensemble de ces paramètres, donc d'améliorer l'efficacité énergétique globale du site et puis surtout décarboniser, donc comme je disais tout à l'heure, augmenter le taux de pénétration de l'énergie et donner en fait à l'usager les moyens d'agir aussi sur ses propres consommations. Ça, c'est le point qui me semble très important. Voilà, donc si on passe au slide suivant. Donc, en fait, comment on joue sur l'autoconsommation? L'autoconsommation classique, c'est assez simple. Hein. En fait, on produit de l'énergie, par exemple par des panneaux photovoltaïques, et elle vient en substitution de l'énergie soutirée du réseau. Ce que nous, on appelle autoconsommation pilotée, en fait, c'est qu'on vient agir à la fois, alors on mesure les flux de production et aussi les consommations, et en fait, on vient agir à la fois et sur les consommations et de concert avec la production. Donc, s'il y a on va dire des postes de consommation que l'on peut décaler, comme par exemple des charges thermiques qui ont une forte inertie. Donc, en fait, on peut déjà jouer sur ces postes de consommation et on peut aussi jouer sur le stockage. Si on a de l'énergie en surplus,
on le verra tout à l'heure, on peut la stocker et la restituer au moment qui est le plus opportun. Voilà, au slide suivant peut-être. Donc en fait, comment on travaille là-dessus? Eh bien en fait, bon, à l'origine, Cirea, c'est une entreprise qui fabrique des automates programmables. Donc en fait, on a développé des contrôleurs d'automatisme, ce qu'on appelle des EMS aujourd'hui, qui sont dédiés en fait au pilotage. Donc on a toujours une architecture qui est la suivante, c'est qu'on a des capteurs qui permettent de mesurer les consommations, qui sont répartis sur les installations, des capteurs qui mesurent les productions, et ensuite, après, derrière, on a dédié des applications enfin, à certaines typologies de marché, donc certaines plus pour orienter vers l'autoconsommation industrielle des sites, d'autres plus vers la recharge des véhicules électriques, et d'autres qui sont plus orientés, par exemple, pour les collectivités qui ont des sites dispersés, par exemple une mairie qui a des salles de fête, des gymnases, etc., à piloter, à contrôler et à surveiller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des solutions digitales. Et ensuite, voilà, on a des solutions matérielles où en fait, on conçoit et on fabrique des solutions qui vont être dédiées. On a par exemple des solutions pour le résidentiel, mais celles-ci, elles sont installées en France à travers un réseau d'installateurs. Et ensuite, après, derrière, on a des gammes pour le tertiaire, petit industriel et gros industriel, quand c'est par exemple un shelter. Voilà. Et donc, en fait, dans ces équipements, on intègre des convertisseurs d'énergie, des batteries et des gestionnaires d'énergie. Voilà. Et évidemment, en fait, après, derrière, sont associés à cela des tableaux de bord qui permettent, en fait, d'avoir un suivi de ces consommations et de ces usages. Voilà. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Donc, tout ça, c'est bon, en vue de réduire sa facture, de diminuer l'empreinte carbone, forcément, puisqu'on va augmenter sensiblement le taux de pénétration des énergies renouvelables. Donc, on peut aussi agir de concert avec le réseau électrique, puisqu'en fait, on peut avoir, sous l'intermédiaire, par exemple, d'échanges avec le réseau électrique, agir en conséquence. Hein. Là, par exemple, si on prend les procédés EcoWatt, puisqu'on est informé à l'avance, on peut jouer, par exemple, sur le fait que lorsqu'est annoncé un procédé EcoWatt, sur une période d'énergie moins chère, on peut charger les batteries pour les avoir disponibles le lendemain sur une période rouge, quoi. Voilà. Au même titre que on peut le faire aussi sur des tarifs variables, quoi. Voilà. Et si en fait, alors comment on passe au slide suivant. Donc, comment sont combinées nos solutions? Eh bien, en fait, voilà, on est en fait dans une économie circulaire. Donc, dans nos équipements vont être intégrées des batteries lithium qui sont issues de la filière automobile principalement et donc qui permettent de stocker l'énergie excédentaire et de la restituer en fait au moment opportun lorsque notre gestionnaire les pilote et auquel en fait est associée après derrière une application en ligne qui permet en fait à l'usager de mieux identifier ses postes de consommation, ses usages et de pouvoir en fait modifier ses comportements en fonction, en fait, après, derrière, de ce qu'il aura déterminé par rapport à ces tableaux de bord, quoi. Voilà. Voilà, donc pour nos solutions. Et nos solutions, elles sont, ça on en est un peu fiers, labellisées par la Fondation Solar Impulse. Et donc, elles portent un label Origine France Garantie, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci Bruno pour cette intervention sur donc l'autoconsommation et on voit beaucoup de digital dans les solutions proposées. Sont encore d'autres leviers. Avant de prendre une dernière séquence d'échange de questions-réponses, je vais laisser la parole à Virginie Monnier-Manque qui va aussi compléter avec une solution sur Flexitani, donc sur tout ce qui est mobilité électrique. Donc Virginie, je te laisse la parole. Alors, on a commencé à aborder la question de l'optimisation et du décalage de la consommation avec Bruno et Cirea. Depuis 2 ans, la région Occitanie, l'ADEME et EDF ont lancé le premier démonstrateur en France de recharge intelligente de véhicules à travers le projet Flexitani. Et donc, pour les collectivités locales et les entreprises qui se sont équipées avec ce type de véhicule, en fait, on a la possibilité aujourd'hui, d'une part, de stocker de l'énergie, donc au moment où on le choisit, donc par exemple en dehors des périodes 8-13 heures et 18-20 heures, donc plutôt l'après-midi,
Et surtout, l'intérêt de ce smart charging et de ce véhicule to grid, c'est que vous utilisez la batterie de votre voiture comme un stockage et vous pouvez après restituer de l'énergie au moment où vous en avez besoin. Et donc, sachez que cette solution, elle est toujours disponible si vous êtes intéressé. Il suffit de vous équiper avec un véhicule électrique. Aujourd'hui, c'est la Nissan Leaf qui offre cette fonctionnalité. La région aide à l'achat de la borne électrique. Et donc, on a déjà en Occitanie une centaine de bornes qui ont été installées. 50 sur le parc d'EDF, on va dire hors accompagnement de la région et hors du cadre officiel de Flexitanie, et puis 50 collectivités et entreprises qui ont fait le choix de s'équiper avec ces véhicules. Il y a aussi une autre solution qui existe, qui s'appelle le V1G. Donc là, la solution, c'est uniquement de piloter au moment où on charge sa batterie. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour l'hiver qui arrive, au moment où on doit décaler ses consommations, ces fonctionnalités qu'offrent le V1G et le V2G, elles permettent donc, d'une part, de recharger la batterie au moment où on est en période creuse, et en tous les cas pas au moment où on est sous tension de 8h à 13h et 18h à 20h. Et puis, dans le cas du véhicule to grid, comme je l'ai dit, de restituer cette énergie au moment où vous en aurez besoin sur votre entreprise ou votre industrie. Donc, je vous encourage vivement à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé par ce type de solution, parce que les entreprises et les collectivités qui ont fait ce choix-là dans les derniers mois, aujourd'hui, elles ont déjà un premier niveau de réponse face à cette crise énergétique. Et puis, peut-être, Delphine, on prend des questions et on fait la conclusion, c'est ça ? Exactement. Donc, je voulais savoir s'il y a des réactions à la suite à ces 3 derniers témoignages. Donc, s'il est toujours possible de poser des questions à Daniel Boyer pour Liber, et puis donc pour Bruno Bouteille, Cirea, et là sur la technologie Flexitanie, est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire pour conclure. Donc, s'il n'y a pas de questions, on enverra donc la présentation. Le replay sera disponible et partagé largement à toutes les personnes qui s'étaient inscrites également. Je vous propose de conclure, et Virginie, peut-être te donner la parole pour ce petit mot de la fin en tant que présidente de la Cleantech Valley. Alors écoutez, moi je suis très heureuse au nom de la Cleantech Valley, mais aussi des 4 partenaires qui ont organisé ce webinaire, donc le pôle de compétitivité d'Herbie, la CCI Occitanie et l'UIMM Occitanie, d'avoir pu vous donner un éclairage sur cette question de l'énergie. Donc peut-être en résumé, je pense qu'il y a 3 points qu'il faut retenir. En préambule, la première énergie est la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, cette question de la sobriété, elle est essentielle. C'est essayer vraiment d'éviter des consommations autant que faire se peut. La deuxième chose, c'est ce qu'on a vu, c'est essayer de travailler sur l'efficacité. Donc, on l'a vu par exemple à travers des moteurs à vitesse variable, des solutions qui sont moins gourmandes en énergie. Et puis enfin, le troisième axe, c'est comment on arrive à décaler nos consommations à des moments où le système électrique est moins tendu. Ce que je voulais vous dire aussi en conclusion, c'est qu'on parle beaucoup de cet hiver, mais je pense que cette question de l'investissement et de la neutralité carbone est très importante, parce qu'en fait, autant on a un intérêt financier immédiat à investir dans toutes ces solutions-là pour baisser sa facture d'énergie, mais on a aussi intérêt à le faire, et une de nos intervenantes l'a souligné, pour arriver à décarboner son entreprise et son industrie. Et puis, je pense que ces prix de l'énergie seront peut-être pas aussi élevés que ce qu'on connaît en ce moment, mais on va avoir des prix qui vont être durablement plus élevés que ce qu'on a connu dans les périodes précédentes. Donc moi, je vous encourage à investir pour mieux et moins consommer, parce que de toute façon, ce sera un retour sur investissement que vous aurez sur les prochaines années.
Et je pense que les 4 partenaires que nous sommes travaillons main dans la main pour justement, vous aider à choisir les bonnes solutions, 2, trouver éventuellement les entreprises ou les startups qui peuvent vous apporter ces solutions, et puis 3, vous aiguiller aussi pour trouver la bonne subvention ou la bonne aide financière qui vous permettra d'avoir une meilleure rentabilité ou un meilleur TRI sur vos investissements. Voilà, je vous remercie et j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et à vos questions. Bonne journée. On t'entend pas, Delphine. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous rend à vos agendas votre liberté et on vous partage le webinaire très rapidement dans la journée ou demain. N'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup.